apoyarnos con cualquier información que nos ayude en la búsqueda de nuestra hija Natasha. La police lance un avis de recherche ce soir pour retrouver une jeune bruxelloise disparue au Pérou. Cámara de seguridad captó a la turista belga en un hotel en Cabanaconde, horas antes de su desaparición en el Colca. Est-ce que la gérante a dit toute la vérité sur les circonstances du départ de Natasha juste avant qu'elle ne disparaisse? Elle a très bien pu faire une mauvaise rencontre dans le centre de Cabanaconde. Le risque zéro n'existe nulle part et certainement pas au Pérou, surtout pour une voyageuse solitaire. Hello, c'est Lionel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'actualité pour parler de la disparition d'une jeune touriste belge au Pérou, la disparition de Natasha de Crombrugge. C'est une affaire dont on parle beaucoup en Belgique à l'heure actuelle, pas beaucoup en France, voilà pourquoi j'ai souhaité en parler. En plus, c'est une disparition dans la nature, mes affaires de prédilection. Voilà pourquoi je vais vous expliquer en détail tout ce qui s'est passé. On ignore toujours ce qui est arrivé à Natasha et je vous cache pas que c'est assez inquiétant. Donc on va démarrer tout de suite, mais avant de commencer, si vous pensez que ces vidéos sont utiles et si vous voulez donner un coup de pouce à la chaîne, merci de vous abonner en activant la cloche pour être prévenu de la sortie des futures vidéos. Merci à ceux et à celles qui le feront. Donc on démarre tout de suite avec la présentation des faits. On va partir en Belgique et on va remonter à début janvier 2022. À l'époque, Natasha de Crombrugge a 28 ans. Originaire de Linkebeek, une commune à la périphérie de Bruxelles, en région flamande, Natasha vit en colocation à Bruxelles avec des amis. Mesurant 1m65, Natasha est mince et élancée. Natasha est décrite comme sportive, débrouillarde, organisée et travailleuse. Licenciée en droit de l'UCL, l'Université catholique de Louvain, Natasha travaille dans les assurances. Elle occupe un bon poste chez Allianz. Mais pour Natasha, il n'y a pas que le travail dans la vie. Elle a envie de faire un break pour voyager et découvrir le monde. Elle commence par l'Amérique du Sud. Le 1er janvier 2022, Natasha s'envole pour le Pérou, sa première destination. Elle veut prendre le temps de visiter le pays avant de s'envoler pour la Colombie, début février. À Lima, la capitale péruvienne, Natasha retrouve Magali, une Belge avec qui elle avait pris contact. Les deux jeunes femmes voyagent ensemble pendant une semaine avant de continuer séparément. Durant son périple, Natasha donne régulièrement des nouvelles à sa famille, enfin, dès qu'elle a du réseau internet. Elle partage des photos et des commentaires de son voyage au Pérou sur les réseaux sociaux. Le 20 janvier 2022, Natasha visite le célèbre Machu Picchu, à environ 500 km au sud-est de Lima. On en est sûr car elle poste une photo et un message sur Facebook. La touriste belge se rend aussi à Puno avant d'aller à Cabanaconde le 23 janvier. Petite bourgade des hauts plateaux andins, Cabanaconde est connue car elle surplombe le canyon de Colca, la fierté de la région. Le canyon de Colca est un immense canyon, le second le plus profond au monde, avec 3400 mètres de dénivelé. Offrant des paysages incroyables, il attire chaque année de nombreux touristes qui viennent y faire de la randonnée et admirer d'impressionnants condors. Le dimanche 23 janvier 2022, Natasha arrive à Cabanaconde. On en est sûr car elle est filmée à 15h28 par la caméra de surveillance d'un hôtel, le Pachamama, où elle vient demander le prix des chambres. Mais jugeant le tarif trop élevé, Natasha repart. Natasha se rend ensuite dans un autre hôtel, le Mirko's House, fermé pour cause du Covid. Apparemment, plusieurs personnes sont infectées. Le propriétaire conseille à Natasha d'aller à la Estancia, un autre hôtel. Natasha prend donc une chambre dans cet hôtel-restaurant, la Estancia. Une fois installée, elle retourne au deuxième hôtel, Mirko's House, pour utiliser le Wi-Fi gratuit. Vers 17h, 17h30,
Natacha communique avec des amis et sa famille et leur annonce qu'elle compte faire un trek solitaire dans le canyon de Colca le lendemain, le 24 janvier 2022. Natacha leur explique qu'il n'y a pas de réseau dans ce canyon, mais qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Elle les recontactera plus tard. Cet appel de 17h-17h30 est le dernier signal laissé par le téléphone portable de Natacha. Aux alentours de 19h, Natacha revient à son hôtel avant de ressortir pour aller dîner dans un restaurant. Là, la nuit passe et nous sommes maintenant le lundi 24 janvier 2022. Natacha quitte seule son hôtel, la Estancia, à 5h du matin. Si l'on en croit Gladys Lopez, la gérante de l'hôtel. Selon Madame Lopez, Natacha lui aurait dit qu'elle partait faire un trek de 5 jours dans le canyon de Colca. Là, je me permets de faire un petit commentaire. Préparant le dossier, j'ai été surpris par la durée de ce trek. 5 jours, ça me semble assez long quand même. Surtout qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en général, les treks sont d'une durée moyenne de 3 jours. Donc 5 jours, ça fait très long. Mais bon, pourquoi pas après tout. Ce matin-là, Natacha laisse son gros sac à dos à l'hôtel, la Estancia, comme ont l'habitude de le faire la majorité des randonneurs. Elle emporte un autre sac à dos plus petit et moins encombrant. Un sac à dos noir et turquoise. Détail important, Natacha n'emporte ni tente ni sac de couchage. Selon toute vraisemblance, elle ne compte pas camper dans la nature, mais plutôt dormir dans des lodges. En ce qui concerne la tenue vestimentaire de Natacha ce matin-là, on pense qu'elle porte une veste noire à capuche, des vêtements pour la randonnée et des baskets aux pieds. D'après Madame Lopez, la gérante de la Estancia, qui est la dernière personne à l'avoir vue et à lui avoir parlé, Natacha part donc de son hôtel à 5h du matin. Et ensuite, c'est l'inconnu. Natacha ne donnera plus jamais signe de vie. Il faut savoir qu'à 5h du matin, il fait encore nuit. Et Natacha part même avant de prendre son petit déjeuner. Un local a expliqué dans une interview que partir faire un trek dans le canyon de Colca dès 5h du matin, c'était assez rare. En général, les gens partaient plus tard, après le petit déjeuner, qui était servi à 6h30 du matin. Là, Natacha est partie dès 5h et il faut savoir qu'à 5h, il fait encore nuit. Le jour commence vraiment à se lever à partir de 6h. Donc le lundi 24 janvier 2022, à 5h du matin, Natacha part faire son trek dans le canyon de Colca. Mais elle ne reviendra jamais à son hôtel. Ce qui est terrible, c'est qu'on va se rendre compte de la disparition de Natacha que 7 à 10 jours plus tard. Le 3 février 2022, 10 jours après le départ de Natacha en randonnée, ses proches donnent l'alerte. Sa famille et ses amis lancent des messages sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'elle est devenue. Eric, le père de Natacha, lance un appel sur Facebook pour avoir des nouvelles de sa fille portée disparue au Pérou. Dans les jours qui suivent, la police fédérale belge émet un avis de recherche concernant Natacha pour recueillir des informations susceptibles d'orienter les recherches sur place. Les autorités belges contactent les autorités péruviennes et on va enfin commencer à chercher Natacha. 10 jours après sa disparition. Et 10 jours, c'est une éternité dans ce genre d'affaires. Plusieurs équipes de policiers et de secours se lancent à la recherche de Natacha, portée disparue dans le canyon de Colca, dans les montagnes sauvages de la région d'Arequipa. Aidés par des locaux et des chiens pisteurs, les équipes de recherche refont les différents itinéraires que Natacha aurait pu emprunter pour atteindre Sangadje, un lieu qui séduit de nombreux touristes et qui est situé sur les rives du fleuve Colca. On fouille en particulier les sentiers vers Jawar, San Miguel, Achachiwa et Jezana. Les secours utilisent des drones pour vérifier les zones inaccessibles, mais la tâche est difficile car la région est vaste, accidentée et sauvage. En parallèle de l'opération de recherche de terrain, une enquête sur la disparition de Natacha est ouverte au Pérou. Elle est confiée à la brigade criminelle de la police d'Arequipa. Le 8 février, les policiers péruviens perquisitionnent l'hôtel La Estancia où séjournait Natacha et ils retrouvent son sac à dos, son bagage principal, qu'elle avait laissé le temps qu'elle fasse son trek. Comme je vous ai dit, c'est ce qu'avaient l'habitude de faire les touristes qui comptaient faire une randonnée dans le canyon de Colca. Les enquêteurs examinent le contenu du gros sac à dos de Natacha et ne trouvent aucun élément susceptible de les éclairer sur la disparition de la jeune femme. Sur le terrain, Natacha est introuvable, mais il y a quand même un rebondissement. Un journal péruvien indique que des vêtements féminins ont été retrouvés dans la nature. Mais on va vite se rendre compte qu'ils n'appartiennent pas à Natacha parce qu'ils étaient là depuis 3 mois. C'était une fausse alerte.
Le 10 février 2022, la brigade criminelle d'Arequipa mène des investigations dans les endroits fréquentés par Natacha avant de se volatiliser. Les experts de la police scientifique effectuent des tests au luminol qui permettent de détecter des traces de sang, même effacées. Ils recherchent des traces de sang dans 3 logements, notamment La Estancia, l'hôtel où avait dormi Natacha, mais aussi le Mirko's House où Natacha avait utilisé le Wi-Fi. Les spécialistes ne détectent aucune trace de sang dans ces hôtels, aucun signe d'agression physique et encore moins d'un acte criminel. Bien entendu, pendant ce temps-là, les opérations de recherche se poursuivent sur le terrain. Elles mobilisent près de 90 personnes qui explorent le canyon. Le 14 février 2022, le site d'information belge 7/7 révèle que l'auberge La Estancia a été fermée par les autorités parce qu'elle n'avait pas de licence d'exploitation. On en reparlera plus tard. Le 15 février, nouveau rebondissement, un journal péruvien rapporte qu'un corps sans vie aurait été retrouvé sur un chemin dans le canyon de Colca. La police va passer la zone au peigne fin et ne va rien trouver. Il semblerait que cette information était fausse. Le 16 février 2022, une équipe de sauveteurs retrouve un gant blanc et des baskets près du panoramique de Saint-Miguel. Ils se disent que c'est peut-être ce Natacha, mais on va vite se rendre compte que ça n'est pas le cas parce que les chaussures ne correspondent pas à sa pointure. C'était encore une fausse alerte. Le 20 février, plusieurs officiers de la police fédérale belge arrivent au Pérou. Ils constatent que l'enquête se déroule bien. Les policiers péruviens travaillent sérieusement apparemment. Eric et Sabine, les parents de Natacha, sont aussi du voyage. Le 21 février 2022, la police reçoit une information intéressante. 2 témoins, un chauffeur de camion et un vendeur, déclarent avoir vu Natacha près du Mirador San Miguel le 24 janvier à 6 h du matin. La jeune femme portait des vêtements noirs et une queue de cheval, mais la police péruvienne a déclaré qu'elle n'avait pas de certitude qu'il s'agissait bien de Natacha. Le 23 février 2022, les parents de Natacha lancent un appel sur une radio locale pour obtenir peut-être de nouveaux témoignages. Le 7 mars 2022, après un mois d'enquête, la police péruvienne exclut la piste criminelle. Elle a interrogé une quinzaine de personnes, fait des perquisitions, mené beaucoup d'investigations sans rien trouver de suspect. Mais le lendemain, le 8 mars 2022, les parents de Natacha s'expriment et contredisent cette information. Contrairement à ce qui a été dit la veille, la piste criminelle n'est pas écartée. Toutes les pistes restent ouvertes. Le 14 mars 2022, on apprend une information intrigante. Un garagiste aurait entendu le bruit d'un éboulement de terrain peu de temps après avoir croisé Natacha. On en reparlera dans la partie commentaires. Le 11 mars, une page Looking for Natacha, à la recherche de Natacha, est créée sur Facebook. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est toujours sans nouvelles d'elle, on ignore toujours ce qui lui est arrivé. En clair, cette affaire reste un mystère total. Natacha a-t-elle eu un accident fatal dans le canyon de Colca au cours de sa randonnée? C'est possible. Elle aurait pu par exemple tomber dans le fleuve Colca, comme le pensent certains habitants. À moins qu'elle n'ait été victime d'un crime, un meurtre ou un enlèvement. En effet, il se pourrait qu'elle n'ait jamais atteint le canyon de Colca. Il a très bien pu lui arriver quelque chose avant même qu'elle ne quitte Cabana Conde. Nous étudierons les différentes théories envisageables dans la partie commentaires et analyses dans quelques instants. Comme l'a dit Eric, le père de Natacha, les pistes criminelles et accidentelles continuent d'être étudiées. C'est du 50-50 et j'ai tendance à partager cet avis. Nous avons vu les faits, nous allons maintenant passer à la partie commentaires et analyses. Je vais commencer par faire quelques grandes remarques d'ordre général avant d'étudier les 2 principales pistes, l'accident et le crime, parce qu'il paraît impensable que Natacha ait disparu volontairement. Cette affaire de disparition est particulièrement mystérieuse et complexe pour plusieurs raisons. Première raison, cette disparition a eu lieu au bout du monde. Limace est à plus de 10 000 km de Bruxelles, donc autant vous dire que dès le départ, c'est très compliqué, la famille est loin, il y a la barrière de la langue et aussi la barrière culturelle, il ne faut pas l'oublier. Deuxième raison, et si vous suivez mon travail, vous ne serez pas étonné, il y a eu, encore une fois, un retard à l'allumage. On s'est rendu compte que Natacha avait disparu très tard. Les recherches ont démarré plus d'1 semaine après que Natacha se soit volatilisée, et en 1 semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Et pour la partie investigation criminelle, comme le disent souvent les policiers, le retard pris au départ d'une enquête ne se rattrape jamais. Troisième et dernière raison qui rend cette affaire particulièrement compliquée, selon moi, c'est que on ne sait pas où Natacha a disparu exactement. On ne sait pas si c'était dans le canyon de Colca,
à Cabanacandé ou sur le chemin. Là, on est dans le flou total. Dans ce cas-là, c'est une enquête à 360 degrés. On peut partir sur une multitude de pistes, autant de pistes qui peuvent se révéler être des pistes fantômes. On peut perdre beaucoup de temps dans des mauvaises directions. Étudions maintenant la piste accidentelle. D'un point de vue théorique, il est tout à fait possible que Natacha ait eu un accident fatal dans le canyon de Colca. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est partie faire son trek seule. Loin de moi l'envie de blâmer Natacha, et je vous remercie de ne pas le faire dans les commentaires. Restez respectueux, pensez aux proches de Natacha. Mais bon, il semblerait qu'on conseille souvent aux gens là-bas de faire la randonnée à plusieurs ou accompagnés d'un guide. Cette zone du canyon de Colca est quand même assez dangereuse. On est en pleine nature, hein. C'est le deuxième plus gros canyon au monde. Personnellement, je ne jette pas la pierre à Natacha parce que ça m'est déjà arrivé de partir faire un trek seul dans une vallée. Voilà, c'était en Norvège en l'occurrence. Mais bon, j'avais une tente et un sac de couchage avec moi, contrairement à elle. Et puis bon, c'est vrai que j'ai tendance à prendre des risques mesurés aussi. Bref, donc partir seul, c'est pas forcément un problème quand on reste prudent. Je referme la parenthèse. Je vais maintenant m'attarder un peu sur un point qui me chiffonne un peu. Ça va vous paraître un détail, mais moi, je sais pas, ça m'a quand même un petit peu intrigué. La durée supposée du trek de Natacha. Selon les déclarations de Madame Lopez, la gérante de la Estancia, l'hôtel où était descendue Natacha, Madame Lopez, qui est la dernière personne à avoir parlé et à avoir vu Natacha le matin de sa disparition, qui a déclaré qu'elle était partie à 5 heures et qu'elle comptait faire un trek de 5 jours, je me suis posé la question concernant la durée de ce trek. 5 jours, ça me semblait un peu long. Voilà, surtout quand on est seul, parce qu'un trek c'est quand même fatigant. Et puis surtout, en me renseignant, je me suis rendu compte que la majorité des gens dans le canyon faisaient des treks de 3 jours, ce qui est déjà assez suffisant. Donc, je ne sais pas si les parents ou des proches de Natacha vont voir cette vidéo, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand ils l'ont eu au téléphone le 23 janvier, la veille de sa disparition, la veille de son départ en randonnée dans le canyon de Colca, est-ce qu'elle leur a dit qu'elle partait 5 jours? Parce que 5 jours, encore une fois, ça me paraît long, quoi. Surtout seule, elle était sportive, mais bon, seule, sans équipement, voilà. Et puis bon, elle comptait ensuite repartir en Colombie le premier week-end de février. Donc 5 jours dans ce canyon. Il y avait quand même d'autres choses à visiter aussi au Pérou peut-être. Ça me paraît un peu long. Moi j'aimerais savoir si effectivement elle comptait partir aussi longtemps dans ce canyon. Parce que voilà, je vais vous livrer le fond de ma pensée. Si, et on est dans la théorie, attention, hein, je spécule, hein, je ne suis pas en train de porter d'accusation. Je réfléchis. Si la gérante de l'hôtel La Estancia a joué un rôle dans la disparition de Natacha, ou si elle a menti, si elle n'a pas dit toute la vérité, si elle a connaissance d'informations qu'elle n'a pas données à la police, elle avait peut-être tout intérêt à mentir sur la durée du trek et à l'allonger. Ça lui donnait une excuse aussi peut-être pour tarder à prévenir les autorités, hein, et ça lui donnait du temps aussi pour se débarrasser du corps avec une ou plusieurs autres personnes. On est vraiment au stade hypothétique, hein, mais bon, vous comprenez pourquoi j'aimerais savoir si Natacha a effectivement déclaré à d'autres personnes qu'elle partait 5 jours. Alors attention, je n'ai absolument rien contre la gérante, hein, qui, à ce stade des événements, n'est accusée de rien. Elle a été interrogée par la police, voilà, elle est complètement innocente. Mais bon, on va reparler d'elle un peu plus tard dans la partie sur la théorie concernant l'acte criminel. Revenons sur la thèse de l'accident qui est tout à fait envisageable dans le canyon de Colca. C'est un endroit qui est quand même assez dangereux. Les sentiers sont glissants, pierreux, on peut dévisser, ça a été dit par des gens qui étaient présents sur place. De plus, le temps n'était pas super le jour de la disparition de Natacha. En faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des accidents mortels dans ce canyon. Le 22 juillet 2012, Paula Sibov, une étudiante brésilienne de 24 ans, était en train de faire une randonnée à dos de mule quand elle a fait une chute de 200 mètres avec sa mule. Paula a malheureusement succombé à ses blessures. Le 22 octobre 2012, Javier González Batiste, un touriste espagnol de 35 ans, est décédé après être tombé d'une falaise de 50 mètres lors d'une randonnée près de Cabanacandé.
Donc techniquement, c'est vrai, Natacha a très bien pu faire une chute fatale. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais trouvé son corps? Les équipes de recherche peuvent louper un corps, c'est un fait. Si vous suivez mon travail, on a déjà vu pas mal d'affaires comme ça où des zones avaient été fouillées plusieurs fois avant qu'on nous retrouve les personnes disparues. Mais c'est étonnant parce que autant dans une forêt dense telle que celle de Boscodon, on peut passer à côté d'un corps sans le voir parce qu'il y a beaucoup de végétation qui est susceptible de le cacher, de le masquer. Dans le canyon de Colca, c'est différent quand même, c'est beaucoup plus sec, il y a beaucoup moins d'arbres, la vue porte beaucoup plus loin. Donc c'est quand même étonnant que les équipes de recherche aient loupé la dépouille de Natacha si elle a fait une chute en tombant du sentier. Pardon pour le détail, mais bon, dans cette zone, on sait qu'il y a beaucoup de condors qui sont des oiseaux charognards. Et en général, quand on les voit tourner dans le ciel, ça veut dire qu'ils ont repéré quelque chose au sol. Et dans le cas présent, ça n'a pas été le cas. Il y a une autre éventualité qui existe, c'est que Natacha soit tombée dans un trou, une faille, un lieu inaccessible. C'est tout à fait dans le domaine du possible. Les habitants du coin croient, eux, que Natacha est tombée dans le fleuve et a été emportée par les flots, qui étaient assez puissants à la période de sa disparition. De plus, on a constaté qu'un pont était en mauvais état, et que si Natacha est passée sur ce pont, elle a pu tomber. Mais il ne s'agit que d'une pure spéculation. Rien ne certifie que Natacha soit venue là. Et puis, il n'y a pas 15 000 endroits où tomber à l'eau dans ce coin. Là, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'affaire Tiphaine Véron, dont j'ai beaucoup parlé déjà dans des vidéos. Tiphaine, qui est une Française qui a disparu, elle aussi, au bout du monde, au Japon, à Nikko. Et là encore, on hésite entre la thèse d'un accident et celle d'un crime. Dans l'affaire Tiphaine Véron, les autorités japonaises privilégient la thèse d'une chute accidentelle dans la rivière, même si elle ne tient pas la route. C'est un autre dossier, mais bon, c'est pour vous expliquer que souvent, la théorie de la chute dans une rivière, elle est assez pratique. Ça permet voilà, d'éviter d'examiner les autres pistes. J'en profite pour saluer Damien Véron, s'il me regarde, parce que l'affaire Tiphaine Véron n'est toujours pas élucidée à ce jour. Mais c'est un autre dossier, je vais refaire la petite parenthèse. Dernière idée que je voudrais vous soumettre dans le cadre de la thèse d'un accident, dans l'affaire Natacha de Kombrugge, c'est le témoignage du garagiste qui, rappelez-vous, avait expliqué qu'il aurait entendu le bruit d'un éboulement de terrain peu de temps après avoir vu Natacha. Si ce garagiste a dit vrai, s'il y a effectivement eu un éboulement de terrain, il faudrait savoir dans quelle zone précise c'était et faire des vérifications. On ne sait jamais. Le canyon de Colca, c'est une zone quand même assez instable, il y a souvent des chutes de pierres, et il ne faut pas oublier non plus que le Pérou est un pays à forte activité sismique. Les tremblements de terre ne sont pas rares. Et justement, le 7 janvier 2022, 2 semaines avant la disparition de Natacha, un séisme d'une magnitude de 5,6 a frappé Lima, la capitale péruvienne, ainsi qu'une zone voisine. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une réplique de ce tremblement de terre dans la région du canyon de Colca le 24 janvier 2022? Ça me paraît assez peu vraisemblable, mais bon, sait-on jamais. Après la piste accidentelle, nous allons maintenant étudier la piste criminelle. Même si les autorités locales déclarent que Kamanakonde est safe, c'est-à-dire sans risque pour les touristes, il faut envisager l'éventualité d'un crime ou d'un enlèvement dans cette affaire. Le Pérou n'est certes pas le pays le plus dangereux d'Amérique du Sud, mais il existe des problèmes de sécurité, on va pas se mentir. Le risque zéro n'existe nulle part, et certainement pas au Pérou, surtout pour une voyageuse solitaire. Il faut savoir que beaucoup de Péruviennes disparaissent chaque année dans leur pays. Par exemple, 3425 femmes ont été portées disparues entre janvier et juillet 2021, en 6 mois donc. La plupart de ces jeunes filles sont manipulées ou enlevées pour intégrer des réseaux de prostitution où elles sont forcées à travailler. Et tout ça se passe presque dans l'indifférence générale. Il semblerait que la police péruvienne soit plutôt passive. Ce problème concerne des jeunes femmes péruviennes, mais il faut savoir que dans le passé, des touristes étrangers ont aussi disparu au Pérou dans des circonstances obscures. Le 28 septembre 2017, Jessie Galganoff
un voyageur canadien originaire de Montréal, âgé de 22 ans, a disparu sans laisser de traces au Pérou après avoir envoyé un dernier texto à sa mère dans lequel il lui a annoncé qu'il partait faire le trek Santa Cruz, une randonnée de 4 jours à travers la cordillère des Andes. Cette affaire rappelle étrangement celle de Natacha. Et il faut savoir qu'on n'a malheureusement jamais revu cet étudiant canadien à ce jour. Dans cette affaire, on suspecte un acte criminel parce que le propriétaire de l'hôtel, auberge de jeunesse, dans lequel il a supposément dormi, a changé sa version des faits pour dire à la police que Jesse n'avait jamais logé à cet endroit. Le père de Jesse a promis une récompense de 500 000 $ pour obtenir des informations sur le sort de son fils. Mais force est de constater que cette affaire reste non élucidée à ce jour. Autre affaire. Le 2 janvier 2018, Nathalie Salazar, une touriste espagnole née en Équateur, a disparu dans des circonstances troubles à Cusco, une ville du sud-est du Pérou. Nathalie était partie faire de la tyrolienne dans la vallée sacrée de Cusco, et elle n'est jamais revenue. 2 hommes ont été arrêtés et condamnés pour homicide volontaire. En effet, ils ont expliqué que Nathalie était morte dans un accident et qu'ils se sont débarrassés de son cadavre dans la rivière. La rivière encore, elle a souvent bon dos. On n'a jamais retrouvé Nathalie Salazar et certains pensent qu'elle est peut-être tombée entre les griffes d'un réseau de traite d'êtres humains. Vu ses précédents, la piste criminelle doit être envisagée dans le dossier de Natacha parce que rien ne certifie qu'elle ait atteint le canon de Colca. Vu qu'elle n'avait emmené ni tente ni sac de couchage avec elle, il est probable qu'elle comptait dormir le soir dans un hôtel, un lodge, comme celui de Jawar. Or, elle n'y a jamais mis les pieds. On n'y a trouvé aucune trace de son passage, notamment dans le registre de l'hôtel. Reparlons maintenant des déclarations de Madame Lopez, la gérante de l'hôtel La Estancia, où séjournait Natacha. Je n'ai rien contre cette femme, comme je l'ai déjà dit, mais c'est quand même la dernière personne à avoir vu et parlé à Natacha. Selon les déclarations de Madame Lopez, Natacha serait partie à 5 h du matin. Et à 5 h du matin, il fait encore nuit. Les rues sont très peu fréquentées à cet horaire. Si Natacha est effectivement partie à 5 h, elle a très bien pu faire une mauvaise rencontre dans le centre de Cabanacandé, ou à la sortie de la ville. Le problème, c'est que on n'est pas certain de cet horaire de départ. On n'en sait rien finalement, parce que ça ne repose que sur un témoignage. Bon, je ne suis pas en train de m'acharner contre la gérante de l'hôtel La Estancia, mais en préparant le dossier, j'ai voulu localiser l'hôtel à Cabanacandé et je ne l'ai pas trouvé sur Google Maps. Un peu plus tard, j'ai appris qu'il y a une information qui est sortie dans la presse indiquant que l'hôtel-restaurant avait été fermé parce qu'ils n'avaient pas de licence d'exploitation. Autrement dit, ils étaient dans l'illégalité. Voilà, tout simplement. Bien entendu, ça ne fait pas de la gérante et des employés des criminels, mais bon, est-ce que la gérante a dit toute la vérité sur les circonstances du départ de Natacha juste avant qu'elle ne disparaisse? Moi, j'en sais rien, hein. Mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit plus tôt, la durée du trek de 5 jours qui me chiffonne un peu. Je trouve que ça fait un peu long quand même. Et voilà, ça mériterait confirmation. Il semblerait que les enquêteurs péruviens fassent bien leur travail. Ils se sont quand même intéressés à cette femme. Et hasard ou coïncidence, j'ai appris que la police avait fait des vérifications sur un terrain appartenant justement aux frères de la gérante de l'hôtel La Estancia, parce que des travaux de terrassement qui étaient arrêtés depuis 2 ans avaient brusquement redémarré. Donc les policiers se sont demandé s'ils n'étaient pas en train peut-être d'enterrer quelque chose. Les forces de l'ordre sont allées sur place avec des chiens pisteurs, mais ils n'ont rien trouvé. C'était apparemment une fausse piste, mais vous voyez que la police n'exclut rien, et ce qui est plutôt une bonne chose. Pour compléter ces investigations, la police péruvienne réclame les données de téléphonie mobile de Natacha. Elle compte sur l'aide des autorités belges pour analyser le téléphone de la disparue et accéder aux données de localisation ainsi qu'aux conversations éventuelles de Natacha. Natacha avait apparemment un abonnement auprès d'un opérateur belge. Là, j'en sais pas plus, mais normalement, quand vous avez un abonnement mobile et quand vous voyagez à l'étranger, c'est un opérateur local, un opérateur du pays visité qui prend le relais. En résumé, c'est pas toujours facile de récupérer la data à l'étranger quand plusieurs opérateurs sont impliqués. Espérons que les données de téléphonie mobile vont parler, mais elles seront possiblement limitées.
on n'aura pas forcément toutes les informations que si on récupérait le téléphone de Natacha ainsi que la carte SIM. Enfin bon, je ne suis pas technicien, mais bon, ça me paraît assez évident que si on avait la carte SIM, là on aura accès vraiment à l'intégralité des informations. Voici maintenant, chères spectatrices et spectateurs, le moment de conclure. Comme vous l'avez compris, la disparition de Natacha de Krombrugge au Pérou est une affaire très mystérieuse et qui va être, selon toute apparence, difficile à résoudre. En ce qui me concerne, j'hésite entre l'accident et le crime, mais je penche quand même légèrement vers la seconde possibilité. Il est tout à fait possible que Natacha ait fait une mauvaise rencontre, ce qui expliquerait pourquoi elle a disparu subitement sans laisser de traces. Et pour être tout à fait sincère, je suis un peu pessimiste sur les chances de retrouver Natacha vivante. Voilà. Bien entendu, il faut continuer à la rechercher, il faut vraiment rien lâcher. Je sais que la police fait un travail énorme sur place et aussi en Belgique, que ses proches, sa famille remuent ciel et terre pour retrouver leur fille. J'espère de tout cœur qu'on va connaître la vérité dans tous les cas, même en cas d'issue fatale malheureusement, parce que voilà, moi qui ai l'habitude d'étudier les affaires de disparition dans la nature, en particulier depuis des années, ça m'incite à une certaine lucidité, quoi. Je pense que vu les circonstances de la disparition et vu aussi le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on a vu Natacha, je pense que les chances de la revoir en vie diminuent un peu plus chaque jour, quoi. Voilà. C'est terrible de le dire, mais bon, je dois faire preuve d'honnêteté intellectuelle, quoi. Je vais pas mentir pour faire plaisir, quoi. Voilà. C'est comme ça, enfin, dans tous les cas, vraiment, énormément de courage pour la famille, pour tous ceux qui se démènent pour apporter la lumière sur cette affaire qui, espérons, sera élucidée aussi vite que possible. Voilà. Je profite de cette affaire de disparition malheureuse à l'étranger pour, une nouvelle fois, vous inciter à la prudence. Si vous partez en vacances prochainement hors de nos frontières, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, il y a aussi un côté prévention. Les gens ont tendance à se sentir euphoriques en vacances lorsqu'ils sont loin de chez eux, au bout du monde, dans des lieux paradisiaques. Et malheureusement, certains d'entre eux peuvent relâcher leur prudence, leur vigilance et prendre des risques parfois un peu démesurés. Donc profitez-en, mais bon, essayez de rester prudent. Et voilà quoi, c'est important je pense de le rappeler. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à la liker, vous pouvez la partager aussi et considérez aussi la possibilité, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne parce que ça aide au référencement de mon travail sur YouTube. C'est-à-dire que plus vous avez d'abonnés, plus vos vidéos sont visibles et proposées aux autres spectateurs. Voilà. Merci à ceux et à celles qui le feront. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant, ne disparaissez pas. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to